Pour un temps, le politique cède le pas à l'économique. Par un beau week-end de février, les excellences du gouvernement Tindemans I se réunissent en conclave au palais d'Egmont pour concocter le plan Egmont en vue d'assainir les finances publiques, à savoir 14 milliards d'impôts nouveaux avec l'augmentation substantielle de certains taux de TVA. Des mesures qui ne sont pas du goût de tout le monde et la réaction du Front commun syndical sera aussi vive que rapide. FGTB-CSC décrète à partir du 25 février et pour un mois une série de grèves tournantes, province par province et chaque vendredi. Et nous disons non au gouvernement Tindemans. L'atmosphère est celle qui précède les grands mouvements de revendication et on évoque le spectre des grandes grèves de 60-61. En fait, les premières journées de grève seront sans lendemain car un événement va tout remettre en cause, la dissolution des chambres et la fin du gouvernement Tindemans I. Je vous ai dit que la participation du Rassemblement wallon au gouvernement était devenue équivoque. Le 27 février, Paul-Henri Gendebien met carte sur table. Si dans une semaine, dit-il, dans une semaine, on n'a pas réglé la régionalisation définitive, c'est-à-dire l'application de l'article 107 quater, eh bien alors nous aviserons. Je ne puis pas préjuger de la décision qui sera prise démocratiquement par les instances du Rassemblement wallon, mais nous avons convoqué le bureau fédéral pour vendredi prochain et nous avons notre grand congrès de Liège qui se tiendra samedi prochain et qui avisera. La menace est claire. On réunit dardard les 36 du dialogue de communauté à communauté, ou plus exactement de la Commission pour la réforme des institutions. Mais une semaine c'est peu et dans les couloirs du Parlement, c'est déjà l'atmosphère des jours de crise. Le 3 mars, coup de théâtre. Le RW s'abstient de voter le budget des affaires économiques. Léo Tindemans saisit la balle au bond et obtient la révocation des deux ministres Rassemblement wallon, messieurs Moreau et Bertrand. Quelques jours plus tard, prenant le taureau par les cornes, le Premier ministre décide non pas de démissionner, mais de dissoudre les chambres. Nous sommes le 9 mars. Tenant compte de la situation économique et sociale de notre pays, je crois qu'il est absolument nécessaire d'aller aux élections le plus vite possible afin de pouvoir dégager un gouvernement majoritaire et stable. C'est dans l'intérêt de la population et dans l'intérêt des travailleurs. Et c'est la raison pour laquelle, cette nuit, j'ai donc proposé la dissolution des chambres. Les présidents et coprésidents du PSB, de la Volksuni, du FDF, du RW et du PC, apprenant la dissolution précipitée des chambres par un gouvernement en débandade, estiment que l'ensemble de la procédure suivie par le Premier ministre et les partis de la coalition constitue un véritable coup d'État sans précédent dans l'histoire de Belgique. Mais la polémique va se tasser. Pendant que les huissiers du Parlement retirent des panneaux devenus sans objet, les partis commencent à fourbir leurs armes en prévision du deuxième acte. La télévision joue son rôle. Au fil des heures, les résultats deviennent de plus en plus précis et on finit par dégager les grandes lignes du scrutin. Très importante avance sociale chrétienne, avance socialiste, statu quo pour la famille libérale, les gains du PRLW étant compensés par les pertes du PVV, gain d'un siège pour le FDF et effondrement du Rassemblement wallon qui passe de 13 sièges à 5. Le CVP apparaît de plus en plus comme le grand parti de Flandre et le PSB comme le grand parti de Wallonie. Enfin, succès personnel de Léo Tindemans qui, avec plus de 130 000 voix de préférence, bat un record absolu. Ainsi se termine notre deuxième acte, un acte éphémère puisqu'il n'aura duré qu'un seul dimanche. Laurent peut lancer le jingle s'il veut. Comme on s'y attendait, le roi désigne Léo Tindemans comme formateur. Après un tour de piste en faveur d'une tripartite traditionnelle, le formateur en vient à l'idée d'un gouvernement social-chrétien socialiste avec participation de deux partis linguistiques, FDF et Volksuni. C'est une formule sans précédent et qui implique auparavant un accord communautaire. Les négociations d'Egmont commencent le 9 mai. 13 négociateurs socio-chrétiens, socialistes, FDF et Volksuni. On n'y croyait pas ou on n'y croyait plus. On en avait trop vu de ces interminables négociations communautaires, achoppant toujours sur les mêmes problèmes. Et pourtant l'accord, un accord global, se dessine vers les 4 heures du matin ce mardi 24 mai. Nous espérons que ça représente un accord qui est possible et qui est
qui va être exécuté entre les Belges pour une pacification communautaire réelle et pour permettre vraiment d'organiser la vie ensemble. L'accord porte d'abord sur l'organisation de la Belgique de demain, une Belgique communautaire et régionalisée. Au niveau national, on garderait, en plus bien sûr du gouvernement, la Chambre actuelle, tandis que le Sénat, composé de conseillers régionaux, deviendrait une sorte de chambre de réflexion. À un niveau intermédiaire, 2 conseils communautaires, composés de conseillers régionaux, et qui rempliraient grosso modo le rôle de nos conseils culturels. Enfin et surtout, au niveau régional, 3 exécutifs, un wallon, un flamand et un bruxellois, qui seraient l'émanation de 3 conseils régionaux élus directement. Et Bruxelles. Les négociateurs d'Egmont n'ont pas touché aux limites géographiques de l'agglomération. Cela s'est révélé impossible, alors on s'est tourné vers des solutions personnalisées. Par exemple, les francophones des 6 communes à facilité et de 7 autres communes pourront se faire domicilier dans une commune bruxelloise de leur choix, et c'est dans cette 2e commune qu'ils exerceront le droit de vote, qu'ils rempliront les formalités administratives, judiciaires, etc. C'est une, je crois, formule, une solution qui est très originale et qui permet d'assurer, de garantir à tous les francophones de la périphérie les mêmes droits que ceux qui sont accordés aux flamands de Bruxelles. Le droit de domiciliation des francophones de la périphérie suscite immédiatement la grogne dans certains milieux flamands, comme fin octobre la manifestation de Dilbeek. Mais les présidents de la Volksunie et du CVP, M. Schills et Martens, tiennent bon. Le pacte d'Egmont est un pacte politique entre partis, un pacte de principe, et je crois qu'il est évident que c'est impensable qu'on change les bases de ce pacte. Et j'ai pu vous dire que, pour ce qui concerne notre parti et certainement aussi les autres partis flamands, il y a une stabilité suffisante pour appliquer loyalement et correctement le pacte d'Egmont. Ceci se passait en octobre, mais nous allons revenir en arrière pour le début de notre 4e acte. Date de naissance 3 juin, investiture par la Chambre 9 juin, composition 23 ministres et secrétaires d'État socio-chrétiens socialistes, FDF et Volksunie. 2 vice-premiers ministres, M. Huré, PSB, et Van den Boeynants, PSC. C'est le gouvernement Tielemans II qui sera chargé d'exécuter les dispositions du pacte communautaire.